Bonjour et merci infiniment de nous recevoir encore en ce jour. Rencontre et échange dans ce nouveau numéro d'échange sur des questions brûlantes de l'actualité. Et on en parle beaucoup. La question du franc CFA qui doit opérer une mutation vers une nouvelle monnaie appelée ECO. Et cette date historique, c'était le 21 décembre 2019 lorsque les présidents français Emmanuel Macron et ivoirien Alassane Ouattara ont fait une annonce aussi historique que spectaculaire sur la question du changement à brève échéance du nom de CFA en écho. Et depuis lors, de vifs débats opposent les tenants de l'ancienne monnaie, le CFA, et ceux qui veulent signer au plus vite son acte de décès. L'histoire du franc CFA reflète la complexité des relations que la France entretient avec ses anciennes colonies. Le projet de constitution d'une monnaie unique pour la sous-région est-africaine, dont plusieurs pays ont une tradition économique différente, soulève de nombreuses questions. Plusieurs scénarios se présentent pour lesquels il importe que les pays acquièrent une souveraineté monétaire. Aujourd'hui, pour parler du sujet, je reçois pour vous un économiste, un expert en politique économique togolaise, Nadim Michel Khalif. Il est le tout premier doyen de l'ESTEG, à l'époque l'École supérieure des sciences économiques et de gestion, devenue aujourd'hui FASEG. Monsieur Khalif, bonjour et merci pour votre disponibilité. Bonjour, je suis toujours disponible pour les questions togolaises. Voilà, on vous a un peu dérangé par ces temps. Vous êtes venu à ce studio pour parler de ces questions qui vous tiennent à cœur en tant que technicien du sujet. Mais avant peut-être cela, peut-être pour la jeune génération, vous étiez le tout premier doyen de l'ESTEG à l'époque, dans les 16 années 75. L'université a fait ses 50 ans l'année dernière. Alors dites-nous, quel souvenir gardez-vous de ce temps lorsque vous avez créé ce département, cette école de l'ESTEG à l'époque? Je me rappelle qu'en 1970, le recteur Johnson m'avait appelé avec Paix à son âme. Paix à son âme. Oui. M'avait appelé avec Léon Folly pour le droit et moi pour les sciences économiques. Nous étions les deux premiers Togolais engagés à l'université du Bénin à l'époque, oui. Donc à l'université de Lomé. Et ça s'appelait au début l'école des sciences économiques, l'école de droit et des sciences économiques. Et c'est en 1975 que le recteur a décidé de scinder les sciences économiques de la faculté de droit. Oui. Et donc, on a créé les STEG pour les sciences économiques et les SACJ pour le droit. Et donc, il m'a nommé comme premier directeur de l'ESTEG, qui est devenu par la suite FASEG. Oui. Et Léon Folly a été le premier. Non, c'était pas Léon Folly, c'était Dedo. Dedo, oui. Dedo. Le professeur Dedo, oui. Un professeur Dedo qui a été donc le premier directeur de l'ESACJ. Et nous avons cheminé ensemble. Et c'était vraiment très, très vivant. C'est ça. Très ardu. Mais nous avons réussi. Dans l'un des premiers acteurs de cette première université publique au Togo. Sauf que que le professeur Kokoroko m'a négligé, m'a ignoré pour le cinquantenaire de l'université de Lomé. Je lui adresse ce message ici présent. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'on ne doit pas reconnaître ses mérites. C'est ça. C'est ce qui est regrettable au Togo. Voilà. Alors, venons-en au sujet. Nous parlons du CFA avec son passage à l'écho. Vous êtes l'un des tenants du franc CFA. Très rapidement, guise d'introduction, et pour la jeune génération, que dire l'historique du franc CFA qui a fait du chemin depuis le temps colonial, cette monnaie? Oui, ça a été créé donc le 26 décembre 1945 par le général de Gaulle, qui voulait donner une monnaie identitaire aux colonies françaises qui soit distincte du franc français. Donc c'était le franc des colonies françaises d'Afrique, franc CFA, qui avait sa propre autonomie au point de vue équivalent au point de vue change. Donc le franc CFA valait 1 franc 70 français à sa création. Pourquoi? Parce que pendant la guerre, entre 1940 et 1945, le franc français avait dévalué de 70%.
alors que le franc des colonies n'avait pas dévalué. Il n'y avait pas d'inflation chez nous, alors qu'en France, il y avait l'inflation due à l'occupation nazie. Et donc, on avait un écart de 70%. C'est pourquoi le franc CFA était plus cher que le franc français de 70%. C'était 1,70. C'était en 1945. En 1948, entre 1945 et 1948, il y a eu une inflation de 15% en France. Alors que dans les colonies françaises, il n'y avait pas d'inflation. Donc on a réévalué encore de 15% le franc CFA. C'est devenu un franc CFA égale 2 francs français. À partir de 1948. Mais quand on a fait cette réévaluation, il y a eu un mouvement spéculatif. Des banquiers français avaient racheté du franc CFA avant la réévaluation de 15%. Et le lendemain, ils ont fait une plus-value de 15%. Donc, pour lutter contre ce mouvement spéculatif, la France a décidé que désormais, le franc CFA restera fixe à 2 francs français. Donc, jusqu'en 1960, De Gaulle a voulu donner une image de marque forte de la France. Il a changé 100 anciens francs français en un nouveau franc français. À ce moment-là, au lieu que 1 franc CFA égale 2 francs français, c'est devenu 1 franc CFA égale 2 centimes français en 60. C'est ça. Mais c'était toujours la même monnaie. Et la monnaie était stable. Stable vis-à-vis du franc français. Mais le franc français avait dévalué 8 fois entre 1948 et 1994, jusqu'à la dévaluation du franc CFA. Mais chaque dévaluation du franc français profitait au franc CFA puisque nos recettes d'exportation des produits d'exportation africains, togolais et autres, augmentaient en valeur CFA, ce qui encourageait les paysans à produire plus. C'est ça, oui. Contrairement au Ghana et au Nigeria, qui étaient de gros exportateurs de produits primaires, de cacao, café, etc. Eux, leur monnaie dévaluait en permanence. Donc il y avait une stabilité quand même monétaire à l'époque, n'est-ce pas? Non, pas chez eux. Pas chez eux, non. Oui. Mais chez nous, le CFA chez nous, il y avait une stabilité, stable. donc ce qui fait que nos paysans recevaient de l'argent de façon régulière et de quoi encourager leur production. Alors que les Ghanéens et les Nigérians, eux, leur argent, étant donné qu'il dévaluait, ça les décourageait à produire. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi le Ghana et le Nigeria, qui étaient les 2 premiers producteurs de cacao, sont tombés en arrière. Et c'est la Côte d'Ivoire et les autres pays francophones qui ont augmenté leur production. Donc ça, c'est l'avantage du franc CFA par rapport au Naira et au Cedi. Oui, c'était à l'époque, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il y avait des perspectives? Quand la France ou De Gaulle, n'est-ce pas, imaginait la création de cette monnaie pour ses colonies, quelles étaient les perspectives qu'ils avaient? Pourquoi le franc CFA? Pour faire simple. Non, le franc CFA, c'était pour adapter une autre monnaie par rapport au franc de la métropole, France, oui. le franc de la métropole. Et c'est pourquoi il tenait compte du niveau d'inflation, et c'est pourquoi le franc CFA valait 1 franc 70 français au départ, et puis 2 francs français après, en 1948, à cause de la différence de taux d'inflation. Voilà. Parce que, vous savez, dans l'idée monétariste, la monnaie doit rester neutre. Maintenant, si elle n'est pas neutre, c'est qu'elle est sous la pression du gouvernement qui veut utiliser la monnaie pour boucher ses trous, ses déficits. Et quand il utilise la monnaie pour combler ses déficits budgétaires, qu'est-ce qu'il advient? La monnaie se dévalue, comme au Ghana, comme au Nigeria. Et par exemple, le Ghana, la monnaie a été dévaluée de 900 000%. Alors qu'au franc CFA, on a été dévalué qu'une seule fois de 50%. Le Nigeria a été dévalué de 50 000% depuis sa création. Et nous, c'est seulement une fois de 50%. Donc c'était bien pour les colonies françaises à l'époque d'adopter cette monnaie? Ça a encouragé la production paysanne. Vous l'avez dit. Et alors, après les indépendances, pourquoi la France tenait encore à garder cette monnaie
au lieu de laisser peut-être ces jeunes États indépendants. Non, c'est que l'accord d'indépendance de la France avec les colonies françaises, c'est que la France gardait 3 pouvoirs. Le pouvoir militaire pour protéger de défense nationale, Oui. le pouvoir de diplomatique, de représentation de nos pays dans tous les pays du monde, pour nous éviter, entre autres, des dépenses inutiles à l'époque. Et ensuite, la 3e fonction, c'était la monnaie. Elle conservait la main sur la monnaie. Il se trouvait qu'en 1972, lors de la visite du président Pompidou au Togo, le président Yadema lui a réclamé, lui a dit que le fait que le franc CFA était rattaché au franc français, nous avons perdu en recettes d'exportation. Pourquoi? Parce que le dollar avait baissé en valeur dans nos exportations qui étaient faites en dollars, puisque tous les cours d'exportation sont en dollars, sont fixés à New York. Donc nos recettes d'exportation avaient baissé et le budget togolais avait moins de revenus sur les recettes d'exportation. Donc il s'était plaint. C'est à ce moment-là qu'a germé l'idée dans le gouvernement français de se libérer de la BCEAO, de rendre la BCEAO africaine. C'est ça. Et elle est devenue africaine en 1973. Le siège de la BCEAO a quitté Paris pour s'installer à Dakar. Et tous les cadres de la BCEAO sont devenus africains, de membres de l'UEMOA. Avant, c'était des expatriés. Avant, c'était des Français, tous. Des Français, oui. Et là, on a nommé Fadiga comme premier gouverneur. Oui. Fadiga a indemnisé tous les Français qui étaient employés de la BCEAO. Il les a licenciés, il leur a payé leurs droits. Et il a recruté des Togolais, des Ivoiriens, etc., des Nigériens, pour occuper tous les postes de la BCEAO. Et la BCEAO est devenue africaine, entièrement. C'était un avantage pour nous, n'est-ce pas? Eh bien oui, c'est-à-dire, ça reflétait notre souveraineté politique. Mais elle n'était pas dépendante d'aucun gouvernement. Parce que la BCEAO, le CFA est une monnaie commune actuellement à 8 pays. Et elle est indépendante des gouvernements des 8 pays. Pour sauvegarder sa ligne de défense du pouvoir d'achat de la monnaie. C'est tout ce qu'elle a comme fonction. Alors qu'au Ghana, au Nigeria, la monnaie est au service du gouvernement. Et c'est pourquoi là-bas, ils impriment la monnaie autant qu'ils veulent. Et c'est ce qui explique la dévaluation permanente du Naira et du Cedi. Et cette dévaluation permanente, c'est au détriment du peuple. Tous ceux qui sont salariés, les paysans, les retraités, et ceux qui ont des revenus fixes, ils souffrent. Ils perdent du pouvoir d'achat en permanence dans ces pays-là. Alors que chez nous, les pauvres, vous, les salariés, pas moi, parce que moi je suis patron, le patron se rattrape toujours en réévaluant ses biens. C'est ça. Mais tous les salariés, tous les revenus fixes perdent et ont leur pouvoir d'achat sauvegardé grâce à la stabilité du franc CFA. Oui. C'est pourquoi chez nous, malgré la richesse énorme du Nigeria grâce à son pétrole, malgré la richesse énorme du Ghana grâce à son pétrole, grâce à son or, grâce à son bois, grâce à son cacao, grâce à des tas de produits, le Ghana a beaucoup de richesses. Oui. Malgré cela, la pauvreté au Ghana, elle est du même ordre que la pauvreté au Togo, à cause de la monnaie, parce que leur monnaie frappe les petits, la dévaluation de la monnaie. Chez nous, notre stabilité, ça sauvegarde le pouvoir d'achat des petits. Ce sont dans les motifs, les raisons qui justifient le maintien du CFA, parce que le CFA fait du chemin depuis, ça fait 75 ans que... Vous savez, quand c'est une monnaie commune à 8 pays, il ne faut pas que la monnaie soit au service d'un seul pays. Oui. Il faut qu'elle soit indépendante des 8 pays. C'est pourquoi notre monnaie, elle est indépendante, alors que dans les autres États où vous avez la monnaie qui est au service du pouvoir, on dit monnaie souveraine, Oui. eh bien, allez voir chez eux comment c'est géré. Toute leur monnaie dévalue tout le temps, à cause de la mauvaise gouvernance. Chez nous, la mauvaise gouvernance de nos pays n'influe pas sur la monnaie. Et la monnaie reste stable. Ça sauvegarde le pouvoir d'achat des populations. Il n'y a que l'île Maurice, et le Botswana, et le Rwanda et le Cap-Vert qui ont une monnaie stable.
bien gérées. C'est ça. Parce qu'ils ont des gouvernances, de bonne gouvernance. Sur les 54 pays, il n'y a que 4 pays à bonne gouvernance en Afrique. Qui ont leur propre monnaie. Qui ont une monnaie stable. Une monnaie stable, d'accord. Les autres ont une monnaie qui dévalue tout le temps. C'est ça. Même la Libye, même l'Algérie, même... bon, sauf le Maroc, depuis quelques années, le Maroc a une monnaie stable. Parce que la gouvernance économique s'est beaucoup améliorée au Maroc. Mais tous les autres pays, c'est vraiment la... Même le rang sud-africain, c'est en déconfiture totale. On se rappelle que le Togo, aussitôt indépendant, quelques mois même après, il y avait cette idée de sortir du système du franc CFA et de battre sa propre monnaie. C'était une mauvaise idée donc? Ah non, vous savez, tout pays, regardez l'île Maurice, c'est 1 300 000 habitants. C'est une toute petite île. Et sa monnaie est bien gérée. C'est ça. Le Togo aurait pu gérer sa monnaie aussi, avec une bonne gouvernance. Tout est question de gouvernance. Tout à fait. Parce que la bonne gouvernance, c'est qu'elle respecte le déficit budgétaire. Il ne faut pas que le déficit budgétaire dépasse la règle admise de 3 à 4 ou 5% maximum. Hein, le budget doit être en équilibre. Sinon, quand il n'est pas en équilibre, à ce moment-là, on utilise la planche à billets pour payer les fonctionnaires. Et ça dévalue. Donc le Togo pouvait réussir sa propre économie. N'importe quel pays au monde, je vous dis l'exemple de l'île Maurice, c'est tout petit par rapport au Togo. Nous sommes 8 millions d'habitants, ils sont 1 300 000. Ouais. Le Botswana, c'est plus petit que le Togo. La monnaie est stable parce que c'est bien géré. C'est la gouvernance économique du pays qui détermine si une monnaie est bien gérée ou pas. Chez nous, en zone CFA, on n'a pas besoin de ça puisque c'est séparé. Voilà. La politique monétaire est séparée de la politique économique. Elle est neutre. Donc c'est ça qu'il faut distinguer. Ça. Mais avec le CFA, c'est une masse monétaire importante qui se trouve dans le cadre du Trésor français. Et c'est ça ce qui blesse, ce qui choque. Non, il faut comprendre. Oui, expliquez-nous. Quand vous exportez, quand un exportateur vend du cacao, il encaisse des dollars. Les dollars sont versés à la caisse, à la BCEAO, qui redonne des francs CFA en échange. Donc le pays a reçu l'argent en francs CFA. C'est ça. Voilà. Pourquoi ne pas le recevoir directement en dollars? Non, le dollar, ça fait partie des réserves monétaires de la Banque centrale qui vont lui servir à payer les importations. Okay. Parce qu'on exporte, mais on importe. Donc la BCEAO se sert de ces dollars pour payer les importations. Donc il y a toujours un matelas. Il faudrait, pour avoir une monnaie stable, il faut avoir un minimum de 3 mois d'importation en réserve. En réserve. Pour couvrir les risques. Parce que d'un jour à l'autre, les prix peuvent baisser à l'exportation, les réserves vont fondre. Donc il faut au moins avoir un matelas de devises qui dépasse les 3 mois d'importation. Donc la BCEAO a toujours veillé à cela et nous avons en moyenne 5 à 6 mois d'importation de réserves monétaires. On ne peut pas utiliser cet argent-là pour investir dans le pays ou pas. Non. Ça doit servir uniquement aux importations et aux exportations. C'est un flux extérieur, puisque dans le pays, on a déjà reçu l'argent de ces exportations, de ces dollars. Oui. Et ce qui est resté dans Parce que si vous réinvestissez cela dans le pays, d'abord, vous ne pourrez plus importer, alors qu'on a besoin d'importation. Et deuxièmement, si vous réinvestissez, ça fait double emploi. Ça veut dire que vous aurez payé 2 fois ce qu'on a exporté et payé 2 fois, ça va créer l'inflation. Ça fera trop d'argent dans la circulation. C'est ça. Et ce qui est resté dans les caisses du Trésor français, qu'est-ce qu'on en fait? Non, ce n'est pas dans les caisses du Trésor français, c'est que au départ, pour garantir le franc CFA, parce que le franc CFA a été garanti toujours par la France. S'il n'y avait pas cette garantie, le franc CFA aurait chuté complètement. Parce qu'il y a les escrocs internationaux, ce sont les spéculateurs qui font pression, qui spéculent contre telle monnaie. Ils sont à l'affût. Je vous donne l'exemple, en 1982, George Soros, qui est un grand spéculateur international sur les monnaies, il a coulé la lire italienne, elle a perdu 50% de sa valeur du jour au lendemain parce qu'il avait spéculé contre la lire italienne. Alors que l'Italie fait 20 fois le poids de toute l'UMOA, de nos 8 pays. Le PIB de l'Italie est égal à 20 fois le PIB de toute l'UMOA. Et George Soros a pu la mettre à genoux. Il a fait la même chose avec l'Angleterre
du jour au lendemain, elle a perdu 20% de la valeur de sa livre anglaise, en spéculant contre elle. Donc, si on n'est pas protégé par la France, ces spéculateurs comme d'autres, il y en a beaucoup. Sauf que la France ne le fait pas sans contrepartie, sans rien. Non, attendez, la France, elle nous protège, c'est-à-dire, comment elle nous protège, c'est que aucun étranger en dehors de la zone CFA ne peut échanger des francs CFA s'il ne justifie pas d'où proviennent ces francs CFA. C'est ça. Il faut que ce franc CFA provienne d'une exportation ou d'une importation. Les spéculateurs ne font pas ça. Donc, les spéculateurs ne peuvent pas spéculer sur le franc CFA. Parce qu'il faut passer par la Banque de France. Étant donné que c'est la France qui est la garante. Et c'est ça qui nous a protégés tout le temps. Contrairement au Naira et au CEDI, eux, ils subissent les assauts des spéculateurs. Et leur monnaie dégringole non seulement à cause de leur politique budgétaire, mais aussi qui est déficitaire, mais aussi à cause des spéculateurs qui spéculent sur le Naira et le CEDI, qui le font tomber et ils disent que ça va baisser dans le mois à venir. À ce moment-là, ils vont acheter à la baisse. Et ça va faire pression pour baisser la valeur et d'évaluer. Toujours est-il que le monopole de notre monnaie est toujours dans les mains, justement, de ces expatriés, de la puissance d'anciennes... Pas du tout, pas du tout. L'émission du franc CFA est entre les mains du gouverneur de la BCEAO. C'est lui seul qui décide. Sauf que la monnaie est frappée en France, c'est ça? Ah, vous savez, vous avez 4 pays au monde qui frappent la monnaie. 4 pays seulement. C'est l'Angleterre, la première, la France, la seconde, les États-Unis d'Amérique, la troisième, et la Russie, la quatrième, et bien maintenant, il y a l'Allemagne. Si vous voulez avoir une monnaie sûre, qui ne soit pas falsifiable, c'est ça. Il faut aller dans ces 5 pays-là. Ils ont la technologie. Regardez, même le Maroc, qui a une monnaie saine, il n'imprime chez lui que les petites monnaies. Les gros billets, les petites coupures. Donc les grosses coupures, c'est imprimé en Allemagne. Le Nigeria, il imprime tout chez lui, mais la plus grosse coupure du Nigeria, c'est, je crois, 500 naira. 500 naira, ça fait 650 francs CFA. Donc ça ne vaut pas la peine de la falsifier. Vous voyez? Ils n'ont pas de grosses coupures. C'est ça. Mais si jamais ils faisaient des coupures de 10 000 naira, ça veut dire 30 000 CFA. 10 000 naira, non, ça veut dire 11 500 CFA. Là, les gens vont l'imiter, mais ils n'oseront pas faire ça parce qu'on va imiter leur monnaie et la falsifier. C'est ça. Donc, alors, si vous voulez avoir une monnaie imprimée chez soi, il faut limiter. Il y a des risques. Il y a beaucoup de risques. Il faut limiter aux petites coupures. C'est ça. Alors, à ce moment-là, si c'est des petites coupures, si vous voulez aller au marché acheter pour 100 000 francs, il faut amener un gros sac avec vous. Et donc, ce n'est pas pratique. Rencontre chez un nouveau numéro, nous parlons du passage du CFA à l'éco. La question fait beaucoup de débats depuis cette annonce de 2019 à Abidjan. Beaucoup de critiques, d'objections, beaucoup de réserves. Et entre-temps, il était question de réunir ces intellectuels africains pour réfléchir sur ce passage. Comment cela va-t-il se passer? Est-ce que depuis cette annonce, quelque chose a été fait pour avancer dans ce changement de nom? Surtout que la question était posée au niveau de l'Union africaine pour avoir une monnaie pour tout le continent africain. Alors, l'éco, c'était en réalité une question pour les pays de la CEDEAO. Oui, dans l'espèce sous-région africaine, il y a 7 monnaies différentes. N'est-ce pas aussi un risque, n'est-ce pas, de ce dont on craint au niveau de la monnaie? Non, vous savez, pour créer une monnaie commune, prenez l'exemple européen de la zone euro. Oui. Dans la zone euro, vous aviez le Deutsche Mark, qui était une monnaie très forte, le Dutch Florin, le florin hollandais, qui était une monnaie très forte, le franc belge, qui était une monnaie moyenne, le franc français, qui était une monnaie moyenne, le franc luxembourgeois également, la lire italienne, qui était une monnaie faible. Tous ces pays avaient leur monnaie. Tous ces pays avaient leur monnaie. Oui. Et puis, ils ont décidé ensemble, en 1973, de créer une monnaie commune. Au départ, on devait l'appeler European Common Unit, ECU. ECU, oui.
Et puis après, ça a changé. En 1990, on l'a changé en monnaie euro, Euro. pour prendre Europe. Europe. C'était plus facile. Et ils ont marché là-dessus. À ce moment-là, ils se sont imposés comme règle pour pouvoir converger vers la monnaie commune qu'il faut respecter le taux de change de leur monnaie au jour le jour. C'est ça. Ils ont tracé une ligne centrale et chaque monnaie ne devait pas dépasser 2,5% en plus ou 2,25% en moins. 2,25% en plus, 2,25% en moins. Si la monnaie descendait en dessous de 2,25% en moins ou dépassait 2,25% en plus, toutes les autres monnaies rachetaient ou revendaient cette monnaie-là pour pouvoir la remonter dans le tunnel qu'on appelait le serpent monétaire, qui était comme ça. Et tout le monde a respecté cela depuis 1975 jusqu'en 1999. Donc ça a pris beaucoup de temps, 24 ans. Ils se sont disciplinés, ils ont pu se discipliner, il faut reconnaître, c'est parce que ce sont des États de droit. Hein? Ils ont une autorité supranationale, tout le monde respecte la règle. Alors, transposer ça au niveau de la CEDEAO, je doute fort que ça réussisse. Ça va être compliqué? Ça va être très compliqué. Moi, à mon avis, ça va durer au moins 50 ans. Le temps qu'il y ait des États de droit. D'abord. Oui, bien sûr, parce que pour respecter la règle... Vous avez dit que la monnaie est dépendante, n'est-ce pas, de la gouvernance politique. Voilà, mais avant d'aboutir à une monnaie commune à 15 États, ça c'est la monnaie dépend de la gouvernance politique quand c'est une monnaie nationale. Mais quand c'est une monnaie commune à 15 pays, la monnaie, elle est indépendante. Il faut qu'elle soit indépendante des gouvernements. Maintenant, pour qu'elle soit indépendante du gouvernement, il faut que chaque gouvernement respecte la règle d'indépendance de cette monnaie. Pour qu'il respecte, il faut que ce soit un État de droit, qui ne change pas d'avis, comme a fait le Nigeria en fermant la frontière de ses voisins. Ça, c'est contraire à la règle de la CEDEAO. C'est très grave ce qu'ils ont fait. Et ils s'en foutent. Donc, cela veut dire que le Nigeria n'est pas un État de droit. C'est ça. Bon. Chez nous non plus. Il y a des abus. On peut l'appeler du dans tous nos pays, tous les pays de la CEDEAO, il n'y a aucun État qui peut se prétendre être un État de droit. Il y a des abus partout. Oui, partout. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit chez nous. Même dans ces pays développés, qui ont une longue tradition démocratique aussi. Non, dans les pays développés, ça dépend desquels. Si c'est la Russie, ce n'est pas un État de droit. Mais si c'est la France ou bien l'Allemagne ou les États-Unis, ce sont des États de droit. Et il y a la Cour suprême aux États-Unis qui tranche. Il y a la Cour constitutionnelle en France qui tranche. Donc vous avez une autorité supérieure. Mais dans nos pays africains, c'est les chefs d'État qui tranchent tout. La Cour constitutionnelle ou la Cour suprême est aux ordres du chef de l'État. Vous le savez tous. Moi, je le dis sans peur. Il faut le reconnaître. Donc, on n'a pas d'État de droit en Afrique. Sauf au Botswana, à l'île Maurice, au Cap-Vert. Je n'ose pas dire au Rwanda parce qu'il y a eu des abus de pouvoir là-bas. Donc il y a ces 3 États seulement que j'estime être des États de droit sur les 54 États africains. Nous sommes 54 États, il n'y a que 3 États qui peuvent être qualifiés d'États de droit. Donc vous voyez, il nous faut longtemps encore. C'est ça. Vous savez, pour que l'Europe devienne des États de droit, il a fallu combien de siècles? Depuis la Révolution française, ça a commencé. Donc ça a commencé avec l'Angleterre en 1707, avant la Révolution française, quand il y a eu la création du pouvoir parlementaire. Les 2 partis Tories et travaillistes, là. J'ai oublié son nom. Donc ça a cheminé, ça a mis 2 siècles avant d'arriver. Donc chez nous, ça fait 60 ans. Mais pendant les 60 ans... Mais on ne va pas recommencer l'histoire. Non, on peut... non, c'est que nous avons des conditions qui nous ont transcendés. Pendant les 30 premières années, de 1960 à 1990, vous aviez la concurrence entre l'Est et l'Ouest, entre le pouvoir communiste et le pouvoir américain. Avec la guerre froide, tout ça là. La guerre froide qui a favorisé les dictatures. Après 1990, on a cru qu'avec les conférences nationales, on va avoir
la démocratie. Non, ce sont les dictatures qui se sont perpétuées à travers leurs enfants. Donc, et puis leurs méthodes qui ont continué. On n'a pas changé. En 90, il aurait fallu changer les gouvernants. Les gouvernants n'ont pas changé. Et donc, le système dictatorial s'est perpétué sous une forme plus jolie. On a mis un gant de velours dans la main de fer. C'est ça. C'est ça qui Donc tout cela est déterminant dans l'évolution de l'état de droit. Donc jusqu'à présent, on n'a pas encore d'état de droit. Et à mon avis, avant que ces régimes autoritaires et de droit abusif disparaissent, il faut encore longtemps. Déjà maintenant, nous avons la menace djihadiste qui empêche l'établissement d'état de droit. Parce que la priorité maintenant, c'est de se défendre contre ces envahisseurs. Et il y en a pour longtemps. À mon avis, avant d'extirper les djihadistes, il y en a pour 20 ans, 30 ans, Dieu sait combien. Regardez ce qui s'est passé en Union soviétique, en Afghanistan, tout ça, ils sont toujours là. Donc c'est terrible. Il y en a, c'est pourquoi je ne donne pas avant 50 ans l'établissement d'état de droit en Afrique. On sera tous morts, quoi, sauf les jeunes qui nous écoutent. C'est ça. Ouais. Bien, merci. Alors, quand on revient au franc CFA, il y a la question des risques de convertibilité, la fixité du taux de change entre la France et le pays de la zone franc. N'est-ce pas aussi des sources de frustration qui poussent justement à vouloir essayer autre chose que ce système monétaire qui a prévalu jusqu'alors? Vous savez, votre réflexion, c'est celle des émotifs. C'est-à-dire? C'est-à-dire, dans l'homme, vous avez l'émotion et la raison. Oui. Et la force qui nous... Depuis quand existe cette crise contre le franc CFA? Ce mouvement, depuis quand? Elle est récente quand même. Depuis 2015. 2015, oui. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014? En 2014, la Russie a confisqué la Crimée, elle a envahi la Crimée, elle a envahi l'Est de l'Ukraine. Qu'est-ce qui s'est passé? La France s'est soulevée contre cette confiscation et elle a emmené toute l'Europe avec elle contre la Russie. Ils ont fermé les robinets à la Russie. On n'a plus rien exporté en Russie, on n'a plus rien importé en Europe de la Russie. Ça a étouffé la Russie. Et la Russie en a voulu à la France. C'était en 2014. À partir de 2015, elle a commencé sa campagne contre la France. Comment? Déjà, ils ont renforcé les partis extrémistes en France. Monsieur Khalil, est-ce que vous ne déplacez pas le problème? Non, je vous dis de l'historique. Oui. Ils ont attaqué la France, ils ont renforcé les deux partis extrémistes d'extrême droite, d'extrême gauche. Ça, c'est à l'intérieur de la France. Maintenant, pour affaiblir le gouvernement français, ils se sont attaqués à ses anciennes colonies, à sa zone d'influence. Et sa zone d'influence, le premier maillon qui relie la France à ses anciennes colonies, c'est le franc CFA. Ils se sont attaqués, ils ont commencé la campagne anti-CFA. Et tous les réseaux sociaux russes, il y en a 60, qui inondent l'Afrique. Tous les réseaux ont véhiculé, ils ont soulevé des tas de personnes contre les Français. Ils ont alimenté l'esprit anti-français à travers leurs réseaux sociaux. Et c'est là qu'est né le mouvement anti-CFA, qui est devenu populiste. Pourquoi populiste? Parce qu'ils ne comprennent rien à la monnaie. Au fait, il y avait un éveil de la conscience africaine aussi. Ce n'est pas seulement les activistes sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est un éveil non éclairé, c'est un éveil obtus, qui manque de raison, qui manque de connaissances. Il faut connaître la monnaie avant de pouvoir la juger. Ils ne connaissent rien à la monnaie. Même M. Kakonoubupa, qui est le seul qui connaisse quelque chose à la monnaie, maintenant il est revenu à l'écho. Et l'écho, c'est une mutation du franc CFA, où on enlève le mot CFA, qui est colonie française d'Afrique, et on transplante le mot écho. Moi, je l'avais déjà proposé depuis 1980. Et ça n'aurait rien changé en réalité? Ce n'est qu'un changement de nom, vous pensez? Mais c'est qu'il n'y a rien à changer. Le franc CFA est africain depuis 1974. Je viens de le dire, qu'on a transféré le siège de la BCEAO de Paris à Dakar en 1973. En 1973, on a nommé également un Ivoirien, et l'Ivoirien a africanisé toute la BCEAO. Et toute la politique de la BCEAO... Sans une derrière de la France, vous êtes sûr que c'est une indépendance totale de la BCEAO jusqu'à C'est une indépendance totale, mais comme il fallait des techniciens, ils ont demandé 3 techniciens au Trésor français, ce sont des techniciens spécialistes
de la monnaie sur les marchés internationaux. Parce que les réserves de la BCEAO, la moitié était placée en France contre rémunération. La France payait beaucoup plus cher les dépôts de la BCEAO en France plutôt que si la BCEAO les plaçait dans un autre pays. Et à vrai dire, la France n'en retire rien, n'en gagne rien. Elle en retire, bien sûr. Voilà. Toute grande puissance. La France est une grande puissance. Toute grande puissance a besoin d'avoir une cour autour d'elle. Vous avez besoin d'avoir une cour autour de vous dans la famille. Les gens vous respectent. Moi aussi, j'ai une cour autour de moi. Donc, les grandes puissances ont une cour autour d'elles. Et la cour des grandes puissances, ce sont les petits pays qui ont besoin d'elles. Et nous, donc, n'est-ce pas? Oui, nous faisons partie de la cour de la France. Bon, si nous ne sommes pas d'accord, on se retire. C'est ce qu'avait fait la Guinée. Oui. C'est ce qu'avait fait Modibo Keïta. Ils sont revenus après. Maintenant, la Guinée, elle avait créé le CELI. Oui. Et puis maintenant, ils sont revenus au franc guinéen pour pouvoir entrer dans le franc CFA. Ils veulent revenir dans le giron. Mais ils ne remplissent pas les conditions. Parce que pour pouvoir rentrer dans le franc CFA, il y a des conditions de gestion de la monnaie. Ce que la Guinée ne respecte toujours pas. Tout le problème, c'est l'état de développement de nos pays, M. Khalif. Mais la monnaie n'a rien à voir avec l'état de développement. La monnaie, elle est neutre. C'est comme le sang dans le corps humain. Le sang est neutre. Si votre sang a du cholestérol, ce n'est pas la faute du sang, c'est la faute de votre organe, l'organe de votre corps. S'il a du diabète, qui en fabrique, oui. Qui en fabrique. Or, les organes, c'est quoi? C'est le gouvernement de l'économie. C'est le gouvernement du corps humain. Donc, si la monnaie est mauvaise, comme le Ghana et le Sidi, comme le Sidi et le Naira, c'est parce que la gouvernance du Ghana et du Nigeria ne sont pas bonnes. Leur gouvernance, c'est pourquoi leur monnaie est mauvaise. Nous n'avons pas de bonne gouvernance, mais nous avons une monnaie indépendante, une monnaie communautaire de 8 pays. Elle est neutre. Donc, elle n'est pas touchée par la gouvernance économique. Maintenant, pour la CEDEAO, si on veut avoir une monnaie commune, il faut qu'elle soit neutre également. Parce que chaque pays a une politique économique différente. Voilà. Il faut que la monnaie soit neutre vis-à-vis des politiques économiques. C'est le cas de l'UMOA. Elle est neutre par rapport, parce que sinon, si elle dépendait de la politique ivoirienne, nous, on va être écrasés, parce que l'économie ivoirienne, elle est beaucoup plus industrialisée. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Ivoiriens, s'ils commandaient la monnaie? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dévaluer le franc CFA pour pouvoir exporter plus. C'est ça. Et nous, ça va nous coûter plus cher en importation, parce qu'on n'exporte pas des produits industriels. On va y perdre. Alors, il vaut mieux qu'elle reste neutre pour satisfaire tout le monde. Que chacun se débrouille. Il faut laisser le statu quo perdurer, rester dans le giron de la France sous couvert de son... Non, on n'est pas dans le giron de la France. Enlevez cette idée de votre tête. C'est une propagande soviétique, poutinienne, russe, qui veut absolument faire dégager la France de son ancienne ère d'influence, de ses anciennes colonies, pour prendre la place. Parce que chez eux, il y a la mafia qui veut occuper l'ancienne place de la mafia france-africaine. Parce que nous avions la mafia france-africaine dans tous nos pays CFA avant. Ça a disparu après les années 90, avec la mort de Jacques Foccart. Vous savez bien que c'était Foccart qui était le chef de la mafia. Est-ce que ça ne vient pas d'une autre manière, d'une autre façon? Comment? Cette mafia dont vous parlez, France-africaine, est-ce que ça ne revient pas d'une autre façon, même si... Je ne la vois pas du tout. Donnez-moi. Vous parlez de Bolloré. Bolloré ne fait pas partie de la mafia du tout France-africaine. Bolloré a des relations directes avec les chefs d'État africains. Ce n'est pas l'État français qui est derrière lui. Pour preuve, il est condamné en France. C'est ça. Il est poursuivi en France. Donc c'est une preuve manifeste. Il n'y a plus de mafia France-africaine. C'est fini. Depuis la mort de Houphouët, et puis après, surtout, la mort de Jacques Foccart, qui était le chef d'orchestre. Grand monsieur africain. Oui, le monsieur Afrique de la France. Il est décédé et son réseau, il s'est évanoui. C'est fini. Il n'y a plus d'influence de la France. Pour preuve, la France, la part de la France dans nos pays n'atteint plus 10% des échanges extérieurs. Alors, des exportations françaises. C'est ça. Nous avons été complètement noyés par la Chine, qui occupe 40 à 50% du commerce extérieur, par le par la Turquie, par l'Inde.
C'est ça. La France n'est plus que 4e ou 5e comme partenaire. Donc il n'y a plus cette France-Afrique où la France dominait à 50% à elle seule. Et alors pourquoi la France voulait alors accompagner ce changement, cette mutation de CFA à l'éco? Eh bien, si elle se retire, tous ces pays qui font partie de son aire d'influence, ça court, hein, comme l'avait dit. tous ces pays vont chuter au point de... Parce que si la monnaie chute, à ce moment-là, ça va faire baisser le pouvoir d'achat des populations, ça va entraîner des remous politiques. Il va y avoir des remous politiques, des soulèvements dans tous ces pays. Si jamais la monnaie franc CFA chute. Et s'il y a des remous politiques, ça va retomber sur la France, parce que c'est la France qui est chargée jusqu'à présent de la défense de ces pays. En dehors de la monnaie, elle garde la défense. C'est pas pour rien qu'elle est au Mali. C'est parce que le président malien, Ibeka, avait fait appel à la France pour venir le défendre contre l'invasion des djihadistes. Nous-mêmes, ici, si nous sommes attaqués par les djihadistes, nous allons faire appel à la France parce qu'on a un contrat avec la France depuis 1966. Il y a un contrat avec toutes les anciennes colonies que la France interviendrait à la demande du président de la République pour défendre le pays contre une invasion extérieure. Vous voyez, ce qui nous manque dans nos pays africains, c'est la géopolitique. Pourquoi nous n'avons pas connaissance de la géopolitique? C'est à cause de la dictature qui a prévalu chez nous de 1960 jusqu'en 1990. Pendant 30 ans, on a subi la dictature et donc on n'avait pas d'ouverture d'esprit sur le monde. Tout ce que nous apprenions, c'était ce que voulait notre dictateur sur place. C'est pourquoi notre esprit n'est pas ouvert. Et c'est ça qui me fait mal, parce que, à la différence de ma génération, nous les anciens qui avons plus de 70 ans, on a une ouverture d'esprit sur le monde entier. Mais les moins de 70 ans qui ont subi la dictature et qui n'avaient pas des parents éclairés pour pouvoir leur ouvrir l'esprit, ceux-là, ils ont l'esprit fermé. Et ils sont sensibles à la propagande de Poutine à travers les réseaux sociaux. C'est dommage que vous voyez Poutine derrière ce mouvement d'éveil de conscience africain. Mais c'est une guerre actuellement, depuis 2015-14, c'est une guerre franco-russe qui se joue en Afrique. Sur le continent africain. Vous croyez le Mali, là, ce qui s'est passé, pourquoi Macron veut se retirer? Parce que Goïta, là, c'est Goïta qui s'appelle. Oui. Hein, il veut faire intervenir les Russes là-bas chez lui. Comme en Centrafrique. Comme en Centrafrique. Et ils sont en train de chercher petit à petit les Russes. Oui, c'est aussi que peut-être que la méthode française aussi ne marche plus, ne s'adapte à nos réalités. Mais la méthode française ne s'adapte à notre réalité. C'est vous qui le dites. Bon, c'est les Russes qui sont derrière, qui vous font croire cela. C'est les réseaux russes de Poutine. Il y a une propagande que vous ne sentez pas à travers tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux avec votre portable. Là. Tous les matins, on vous envoie des doses de poison, de poison intellectuel, des quantités vraiment, des conneries, des bêtises. Tout n'est pas poison quand même. Mais vous êtes philosophe, vous avez l'esprit supérieur. Mais la majorité des populations, elles avalent ça comme du petit lait. Et ils n'ont pas le discernement. À cause de la dictature qui a étouffé leur conscience pendant 30 ans. Dans cette idée de changement de monnaie, du système monétaire, ce n'est pas du jour au lendemain. Écoutez, vous voulez changer en quoi? C'est ça. Vous voulez avoir une monnaie nationale? Oui, faites-le. Vous allez voir ce qui va vous arriver, parce que vous n'avez pas une bonne gouvernance. Je dis qu'il n'y a que 3 pays en Afrique sur les 54 qui sont des petits pays qui ont pu avoir une monnaie forte, nationale. Tous les autres, c'est la mauvaise gouvernance qui a fait déraper leur monnaie. C'est ça. Que ce soit même actuellement, le Ghana, le Cedi s'est stabilisé grâce à la meilleure gouvernance de Nana Akufo. Ça ne dévalue plus comme avant. Mais auparavant, ça avait beaucoup dévalué. Maintenant, si Nana Akufo peut continuer, il pourra avoir sa monnaie solide, mais il faut que son successeur aussi soit de bonne gouvernance. C'est ça. Donc vous demeurez un ardent apologiste du franc CFA? Pas du franc CFA, c'est que c'est une monnaie communautaire. Oui. Il ne faut pas réfléchir une monnaie communautaire de la même façon qu'une monnaie nationale. Tout à fait, on est d'accord là-dessus. Donc voilà, donc une monnaie communautaire, il faut qu'elle soit neutre. Oui. Il faut qu'elle sauvegarde son pouvoir, son rôle, c'est de sauvegarder le pouvoir d'achat de la monnaie. Et c'est ça qui sauve le franc CFA. Je vous dis que s'il n'y avait pas le franc CFA,
s'il n'y avait pas la structure du franc CFA qui était indépendante du pouvoir politique, il y aurait eu des révolutions dans toute la zone CFA. Les populations se Donc, seraient on a soulevées. besoin de faire quoi que ce soit, de rester en l'état de la situation monétaire de nos pays, dans cet état de dépendance économique et financière. Quelle dépendance économique et financière? Mais vous confondez tout. Je vous dis que la monnaie CFA, elle est neutre. Comment on est dépendant de qui? Parce que elle est neutre, on est donc dépendant? Non, pas forcément. C'est parce qu'on ne détient pas justement cette souveraineté monétaire. Mais la souveraineté, quand c'est une monnaie commune à 8 pays, aucun pays n'a la souveraineté monétaire. Vous croyez que la France a la souveraineté monétaire sur l'euro? Vous croyez que même l'Allemagne, qui est la plus puissante des économies de la zone euro, n'a pas elle ne peut pas dicter à l'euro ce qu'elle doit faire. La Banque centrale européenne, elle est indépendante. Tout comme la BCEAO, ici, elle est indépendante. Donc aucun gouvernement ne peut intervenir. C'est ça. Alors, Elles sauvegardent simplement, leur rôle, c'est de sauvegarder le pouvoir d'achat de la monnaie. Maintenant, chaque pays fait ce qu'il veut. Il peut augmenter les impôts, il peut diminuer les impôts, il peut taxer les exportations, il peut diminuer les prix des produits tout ça, augmenter l'essence, comme c'est le cas actuellement, faire ce qu'il veut. Ça ne regarde pas la BCEAO. C'est ça. C'est l'affaire politique, économique, intérieure. C'est deux domaines complètement différents, distincts. Il faut distinguer la politique économique qui relève de chaque gouvernement, de la politique monétaire qui relève de la BCEAO qui concerne les 8 pays ensemble. Il n'y a pas la France, les Pays-Bas, l'Italie ne sont pas souverains au niveau monétaire. C'est la BCE, la Banque centrale européenne, qui est souveraine et qui est indépendante de tous les pays de la zone euro qui sont au nombre de 17 ou de 18. Oui. C'est comme aux États-Unis. La monnaie dollar, elle est indépendante des 50 États américains. Elle est indépendante. Le président des États-Unis ne peut pas intervenir. Il demande simplement si vous pouvez augmenter ou baisser le taux d'intérêt. Il ne fait que demander. C'est eux qui décident. Chez nous, c'est pareil. C'est ça. Nos gouvernements sont indépendants de la BCEAO. La BCEAO est libre. C'est elle qui juge selon les besoins s'il faut injecter de la monnaie ou pas. OK. Voilà. Alors, tout de même, il y a eu ces assises des États généraux de l'écho à Lomé ou d'intellectuels africains. Non, des moines, ce n'est pas forcément des activistes, c'est des gens quand même, pour citer, vous avez cité tout à l'heure M. Kakoun Bokpo, qui est un macroéconomiste de renommée internationale, alors qui ont quand même voulu réfléchir, accompagner, parce que ça a été organisé par l'Université de Lomé, n'est-ce pas? Donc, c'est sûrement qu'on a agi de la nécessité de ces assises pour réfléchir sur la future monnaie africaine. Oui, c'est que eux, ils n'ont aucune décision à prendre. Hein. Ce sont les pouvoirs politiques qui décident. Oui. Ce qu'ils ont proposé, que, au lieu que le franc, le futur écho du franc CFA repose uniquement sur l'euro, en définition, oui. Hein, que ça repose sur 4 ou 5 monnaies, à savoir le dollar, la livre sterling, le yuan, le yen japonais, voilà, et donc les pays avec lesquels nous commerçons, les échanges extérieurs, pour que si jamais il y a une évolution des prix, que ça soit amorti. Bon, ça c'est comme si vous êtes danseur. Au lieu de danser avec une seule femme, vous allez danser avec 5 femmes. C'est ça. Alors c'est beaucoup plus difficile à gérer. Parce que pour faire danser les 5 femmes au lieu d'une seule femme, vous devez tenir compte de chacune des femmes, comment elle va évoluer dans sa danse. C'est exactement la même façon si vous voulez gérer le franc CFA ou l'écho, qui va reposer sur 5 devises. Il faut voir comment évoluent ces devises chaque jour. Donc, ça devient plus compliqué? Ça devient très compliqué. Il faut avoir vraiment des cerveaux, il faut avoir des machines électroniques pour voir, et puis les importateurs, les exportateurs ne savent plus sur quel pied danser parce qu'ils ne savent pas donc, combien ça va leur rapporter quand ça sera fait. Puisque le yen va varier, le sterling va varier, le dollar va varier, l'euro va varier, le yuan va varier, et il ne sait pas combien il va recevoir en écho. C'est ça.
parce que tout va évoluer en même temps. Donc ça crée beaucoup d'incertitudes. Et ce n'est pas bon pour les affaires. Parce que l'homme d'affaires qui veut investir, il faut qu'il ait à l'horizon une vue certaine des choses. Quand il exporte, il sait ce qu'il va obtenir. Quand il ouvre une lettre de crédit en monnaie étrangère, il sait à quoi s'en tenir quand c'est une monnaie unique. Mais quand c'est 5 monnaies, il va perdre le nord. Donc, vous savez, Kako Nubukpo, c'est un très bon théoricien, mais ce n'est pas un homme d'affaires. Les meilleurs économistes, ce sont ceux qui sont des hommes d'affaires. Keynes était un homme d'affaires. Jean-Baptiste Cessay était un homme d'affaires. Si vous prenez l'historique de tous les grands économistes, John Stuart Mill qui a fondé, tous ceux qui ont fondé la science économique, c'était des hommes d'affaires en même temps. Donc si vous n'êtes pas dans les affaires, vous ne pouvez pas bien saisir le raisonnement économique de la monnaie. C'est très important. C'est ça. Et moi, si j'arrive à me distinguer de Kako Nubukpo, c'est parce que je suis un homme d'affaires. C'est ma pratique des affaires qui a alerté mon opinion en 1988, quand j'ai proposé la dévaluation du franc CFA en 1988. Avant 1994, j'avais proposé 20%. Parce que j'avais suivi l'évolution du cours du dollar. Le cours du dollar, depuis 1986, avait baissé de 20%. Et donc, nos recettes d'exportation, comme le dollar avait baissé, nos exportations avaient baissé de 20%. Et ça embêtait le trésor. Le budget togolais. Puisque les recettes de café, de cacao, de phosphate avaient baissé de 20%. Bien sûr. Et donc, c'est là que j'ai proposé la dévaluation du franc CFA. À l'époque, Bérégovoy m'avait traité de fou, qui était ministre des Finances français. Pierre Bérégovoy. Oui, il avait dit, on a des intellectuels africains qui disent n'importe quoi. Mais après, moi c'était en 88, j'avais proposé 20%, ils ont attendu, en 94, ils ont fait 50%. Et sans mesure d'accompagnement. Moi j'avais proposé les mesures d'accompagnement en 88. Oui. Et ça profitait justement aux affaires du pays, mais pas pour le contribuable, n'est-ce pas? La dévaluation. Non, la dévaluation, ça profitait à l'époque, puisqu'il n'y avait pas eu de mesures d'accompagnement, ça profitait d'abord au budget, puisque la part des salaires dans le budget baissait. C'est ça. De 50%. Quand il y a eu la dévaluation de 50%, ça a profité au trésor, au budget togolais, où la masse des salaires atteignait 80%, c'est tombé à 40%. 40%, 35%, c'est la mesure internationale où il faut que les salaires de la fonction publique ne dépassent pas 35%. Donc nous sommes descendus dans les normes internationales. Avant, nous avions 80% les salaires touchaient 80% du budget. D'accord. Alors, tout de même, à défaut de changer le franc CFA ou de nom ou du système, y a-t-il pas des réformes intérieures à faire pour... Mais les réformes intérieures ne dépendent pas de la BCEAO ou de la monnaie. C'est ça qui manque au mouvement, à ceux qui ne connaissent rien à la monnaie, comme vous par exemple, vous êtes philosophe. C'est ça qui vous manque, c'est qu'il faut distinguer, excusez-moi, moi je suis direct, mais il faut distinguer la politique monétaire de la politique économique. Tout ce que vous dites, les mesures d'accompagnement, le prix de l'essence, le niveau de droits de douane sur le niveau des taxes, tout ça, c'est la politique économique. Ça dépend du gouvernement de chaque pays, qui est indépendant des autres gouvernements. La monnaie, c'est complètement séparé. C'est différent. La monnaie, elle ne surveille que le taux de l'inflation pour sauvegarder le pouvoir d'achat des populations. C'est ça le rôle de la monnaie. Maintenant, dans les pays où la monnaie... ça, c'est parce que nous avons cette possibilité parce que nous sommes une communauté de 8 pays, l'UMOA. C'est ça qui nous protège. Donc la BCEAO, elle est indépendante. Mais dans les autres pays, ils ont tendance, comme ce ne sont pas des gouvernements d'État de droit, ils ont tendance à mettre la main sur la politique monétaire et à l'utiliser à leur profit. Souvent, ils piquent dans les réserves monétaires pour évader, etc. C'est ce qui fait que le Nigeria, qui est un des pays le plus riche d'Afrique avec son pétrole, c'est un pays qui est resté pauvre.
Il est passé, c'est simplement le rebasage de ces données qui lui a permis de devenir première puissance économique de l'Afrique. Sinon, c'était l'Afrique du Sud qui est la première puissance économique. Mais ils ont réévalué leur secteur informel de 40%, qui leur a permis de gonfler leur PIB. C'est ça. Monsieur Khalif, en 2 mots, quelles sont les forces et les faiblesses du CFA, si on veut résumer rapidement, puisque finalement on a compris que vous défendez cette monnaie et vous n'êtes pas prêt, n'est-ce pas, à changer d'idée, puisqu'il est question de faire un long chemin. La force du franc CFA et donc de l'éco, si jamais ça passe à l'éco, c'est que c'est une monnaie indépendante du pouvoir politique. Oui. Si elle était soumise au pouvoir politique, ce serait la défaillance, le désastre pour les populations. La monnaie serait vite dévaluée. Et qu'est-ce qui va en souffrir? Ce sont les salariés, les paysans, les rentiers, les retraités. Donc 80% de la population qui va souffrir. Les hommes d'affaires, les commerçants vont réévaluer leur stock avec une dévaluation. Donc vous aurez 80% de miséreux dans nos pays. C'est ça qui a permis à la zone CFA d'être à l'abri des soubresauts, des révolutions sociales. C'est ça. Donc c'est la stabilité de la zone CFA qui est due grâce à sa monnaie qui est indépendante des pouvoirs politiques. Donc nous avons une monnaie saine, malgré la gouvernance de nos pays, qui n'est pas saine. C'est ça. Mais elle est indépendante. Donc il faut distinguer toujours politique monétaire, la monnaie, et politique économique qui relève des différents pays. Et chaque pays fait sa propre politique économique. Donc il faut avoir ça en tête. Il y a pas, donc la zone CFA, elle est bonne parce qu'elle est indépendante des pouvoirs politiques. D'accord. Sans aucune faiblesse. Sans aucune faiblesse, je ne vois pas de faiblesse. La seule faiblesse, si je l'avais déjà dénoncé, c'est qu'il n'y a pas de banque pour les petites et moyennes entreprises. On a réussi à créer des banques de microfinance, mais elles ont été déformées. Ce système a été déformé au profit des petites et moyennes entreprises et des spéculateurs qui veulent emprunter là-bas, alors que c'est destiné aux petits artisans, aux petites revendeuses. Or, ce sont les grosses revendeuses qui ont mis la main dessus, qui l'ont utilisé. Il nous faut une banque pour les petites et moyennes entreprises qui soit créée par l'État et par la BOAD. Parce que la BCEAO ne peut pas créer de banque. C'est la BOAD qui peut créer des banques avec la BAD, avec l'Agence française de développement, pour aider l'entrepreneuriat togolais et de la zone CFA d'entreprendre. Parce que nous n'avons pas des moyens, l'entrepreneuriat n'a pas des moyens de financement. Les conditions sont trop dures pour eux. Donc il faut qu'il y ait une aide extérieure pour les accompagner. Pour les accompagner. C'est ça qui manque à la zone CFA. Bien, merci, Monsieur Michel Khalif. Vous êtes expert en politique économique togolaise, premier de la faculté, de FASEG, à l'époque ESTEG. Merci d'avoir réfléchi avec nous sur la question de la monnaie, notamment ce passage du CFA à l'éco. Et votre position est claire. C'est un son de cloche qu'on a écouté. Peut-être nous aurons l'occasion d'écouter d'autres sons de cloche aussi et de les confronter pour en savoir. Et pour savoir en quoi s'en tenir. C'est tout pour rencontre et échange d'aujourd'hui. Il était question du passage du CFA à l'éco. M. Khalif était mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt. Merci, M. Khalif. Merci à vous.